Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je remplace Otal, qui malheureusement n'a pas été disponible pour cet épisode, mais je reste en compagnie de Croissant et de PDPU. Les Hello. gars, on va commencer, je vais essayer de faire un peu comme fait Otal au niveau des chroniques, rien ne change. Comment s'est passée votre semaine? Bah écoute, la semaine s'est plutôt bien passée. J'ai moins bien performé que les semaines précédentes, donc je ne vais pas vous dire que j'ai encore gagné une armory avec Azalea, puisque cette semaine j'ai fait 2-2. Si je dis pas de bêtises, ça commence à dater un peu, donc j'ai un doute, mais je crois même que c'était 2-2 avec un bail, donc vraiment pas une Hmm. super performance, mais j'ai moins bien joué que les autres semaines, donc c'était un peu normal aussi, on va dire. Après, il y a eu l'armory de Blitz à Play-in le jeudi où on a joué Merchant. Oui. Ouais, c'était marrant ça. Et c'était. Alors, j'ai été très salé sur certaines games, j'ai été très heureux sur d'autres. C'est-à-dire que, Ouais, très salé. en fait c'est ce qu'on s'attendait avec PvPu. C'est que quand on peut jouer au jeu, le deck est vraiment cool. Genre, t'as vraiment l'impression de jouer au jeu, tu fais de la value. Tu envoies des attaques, tu trades des points de vie, tu bloques avec deux cartes, tu joues deux cartes. Genre, c'est vraiment un gameplay mid-range que j'adore. Mais il y a des fois, et je me répète si mes adversaires de ce soir-là m'écoutent, hein, c'était pas du tout contre vous si j'étais salé. Mais il y a un moment, par exemple, où je perds contre un chain en bloquant relativement correctement toute la partie, en essayant de le fatiguer. Il lui reste genre 4 ou 5 cartes dans le deck. Et là, il fait Art of War, bannit des trucs, joue des trucs, et genre, il a joué 8 cartes, il m'a présenté genre plus de 25 dégâts sur le tour. Donc c'était un peu complexe, mais, euh, mais voilà, c'était franchement cool. Et puis la soirée s'est finie en cinquième round avec un match miroir contre PDPU. Ouais, C'est c'était vrai. marrant ça. Et c'était vraiment drôle. La game était vraiment super cool. Au final, je fais 3-2, mais avec un bail aussi. J'ai eu un bail aussi jeudi. Du coup, 2-2 sur les 4 games que j'ai vraiment joué. Plutôt content parce que je m'attendais vraiment pas à beaucoup plus que ça avec le deck. Donc franchement, plutôt cool. Et puis après, sinon, le reste de la semaine, alors c'était pas du jeu, mais il y a eu les Worlds ce week-end, donc j'ai passé pas mal de temps à regarder les Worlds et un petit peu à les caster avec Romain et Martin notamment sur la chaîne de l'œil d'Ophidia. Hmm. Et on vous reparlera de ça après, mais c'était vraiment super cool. Il y a eu des très bons retours et je remercie encore l'œil de m'avoir invité pour ça, parce que c'était vraiment super cool. Moi, j'ai vraiment adoré. De même, hein. De même, hein. Ils m'ont invité Et puis aussi et ouais, c'était ouais, vraiment ouais. très très cool. On a tous les trois, Oui. participé un petit peu et c'était, enfin, Oui. c'était franchement super, super sympa, j'ai Mm. trouvé. Et il y a eu également, puisque du coup, à ce stade, c'est sorti il y a 2 jours, en même temps que la sortie officielle de Dynasty. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous connaissez le contenu. La vidéo est très longue, donc peut-être que vous allez la regarder en plusieurs fois, ce qui serait totalement logique. Mais on a fait une grosse vidéo où on était tous les quatre pour la sortie de Dynasty, où on Grosse review vidéo. toutes les Une cartes. grosse, un bon morceau. Et voilà. Et le problème, c'est que moi, on me dit parle de beaucoup de cartes, donc j'ai parlé de beaucoup de cartes, j'ai trop parlé, donc la vidéo a duré des heures et des heures. C'est un enfer. Je pense que ça On a va être tous beaucoup parlé. compliqué d'écouter ça en une seule fois pour vous, mais Oui. je pense que ça vaut vraiment le coup parce qu'on a vraiment beaucoup analysé les cartes, parlé des différentes directions d'archétypes que l'extension donne à différents héros. Et je pense que pour des joueurs un peu compétitifs, mais qui n'ont pas forcément le temps de tout analyser, les sets, les sorties, etc., de théorie crafter, ou pour des joueurs un peu plus nouveaux qui sont un petit peu perdus parce qu'il y a du support pour littéralement toutes les classes, je pense que ça peut être intéressant et ça peut quand même faire un vrai bon contenu pour aborder le set et potentiellement la nouvelle méta post-dynastie. Même si, évidemment, un disclaimer, il y a probablement plein de choses où on se trompe sur nos analyses parce qu'on n'est pas infaillible. Mm. Mais je pense qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui ont été dites. Donc voilà, donc la semaine plutôt cool. J'ai pas eu des super bonnes perfs en jouant, mais bon, j'ai joué Azalea et Genis, donc c'était pas la semaine où j'allais performer le mieux. Et les Worlds, j'ai trouvé ça super cool. Donc Mm. voilà. C'est vrai qu'on a été pas mal happé par les Worlds, même si en effet tu as Mm. parlé des armories. Donc non, c'est ouais, pareil, c'était des très très morts, très intéressants. Et comme tu l'as dit juste avant, donc nous étions deux à caster donc avec le Encore merci Mm. donc à Romain pour l'invitation et à Emouché également. Mais PDPU
nous a également rejoint sur la cast. On a tous les trois Oui. eu la chance de caster. Et du Yes. coup, PDPU, toi, comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Le cast des Worlds, ça s'est vachement bien passé. En vrai, c'est un exercice qui était assez intéressant. C'est la première fois que je le faisais. Et en vrai, j'y allais pour tester, un petit peu à tâtons. C'est un exercice qui est très très cool. Ça m'a donné envie d'en faire plus avec des gens avec qui je serais plus à l'aise. Parce que même si je connais bien Imouchet et Romain, je trouve qu'un cast est plus agréable quand il y a une alchimie entre les deux personnes qui castent. Et simplement parce que je l'ai peu fait, j'avais moins d'alchimie avec Romain et Imouchet comme j'aurais pu en avoir avec Croissant par exemple, ou Knight. Et sinon, au niveau des armories, j'ai surtout fait l'armorie où on a eu l'obligation contractuelle de jouer Genis. Mais c'était marrant en vrai. J'ai gagné une game sur 5 et je m'y attendais. J'ai joué Genis en fait. En fait, le deck marchait bien jusqu'au moment, enfin genre, quand mon adversaire fait des trucs faire, ça marche. Ouais. Parce que tu fais des trucs faire et c'est cool. Et dès genre, que on ton joue au adversaire, jeu et c'est cool. il dit, regarde, en fait, mes cartes, elles font plus de value. Tu fais, j'ai perdu. Donc, Ouais. contre Bravo, par exemple, on échange des points de vie, on avance, machin et tout. Puis à un moment, il fait, Crippling Crush, Pummel. Je fais, Et ok. là, c'est finito. Mais tes cartes font beaucoup de value, pas les miennes. Voilà. Donc, non, c'était intéressant. C'était cool. Bon, je le referai pas, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment une blague. J'essaie de me reconcentrer sur des decks qui marchent maintenant. Et on a enregistré du coup la longue vidéo, comme disait Croissant, sur Dynasty. Et dans la foulée, du coup, je me suis découvert un intérêt tout particulier pour l'assassin. Et du coup, je suis en train de builder un truc, de craft des bidules. Et j'aime bien ça, c'est marrant. Ça fait de la value, c'est trop cool. Ah. Voilà. Je pense J'en que ça va être profite sympa un tout comme petit héros. peu, parce qu'au début, je sais pas si je l'avais déjà dit dans un podcast ou pas, mais j'en ai peut-être parlé dans la vidéo qu'on a faite sur Dynasty. Au début, j'étais très hype par l'assassin et j'avais vraiment envie de le jouer. Et en vrai, alors déjà, parce qu'il y en a qui savent, notamment PDPU, j'ai un côté où je n'aime pas jouer Oh ce là qui est là. hype et ce Ah qui est ouais. méta, mais surtout Ah que, mais en non, fait, mais après trop de gens avoir vu le un peu jouent, de je veux plus le gameplay, jouer là. non, il y a un peu de ça, mais en vrai, c'est surtout que après avoir vu un peu de gameplay et tout, ça m'attire moins. C'est un Ça peu m'attire monomaniaque. moins parce que, Genre, en fait, j'aurais l'impression de faire la même chose qu'avec Azalea, ou des trucs très similaires, que théoriquement j'adore, genre le côté jouer avec une carte, deux cartes, essayer de trade en value, de jouer très mid-range et tout, j'aime beaucoup. Mais j'aurais l'impression de le faire avec beaucoup moins d'options que ce que j'ai dans Azalea, parce que dans le fait Azalea, est. entre le opt, la pioche, etc., t'as Ouais. beaucoup d'options. Et c'est un truc que j'adore, ceux qui me connaissent un peu sur Flesh and Blood savent que mon deck de cœur c'est Kano. Et un des trucs que j'adore dans Kano, c'est toutes les branches de décision qu'on a à chaque fois qu'on fait quelque chose, parce que à chaque fois qu'on opte, à chaque fois qu'on active Kano, à chaque fois qu'on pioche une nouvelle main, on a des nouvelles directions et il faut choisir. Et je retrouve ça beaucoup dans Azalea, et du coup Azalea c'est un peu le meilleur des deux mondes, parce que c'est à la fois un deck mid-range où tu joues beaucoup avec une ou deux cartes, trois cartes, et à la fois un deck où tu as beaucoup de branches de décision. Et j'ai l'impression qu'avec l'assassin, j'aurais beaucoup moins ces différents choix qui s'ouvrent à chaque main, et je pense que je m'ennuierais un peu. Donc je suis pas sûr de le tester et de le build tout de suite au final. Sur le fait que tu t'ennuies, pourquoi pas, parce que c'est très subjectif, mais par contre je trouve que en l'ayant joué un petit peu, t'as vachement plus de subtilité que tu ne l'imagines. En fait, ça ressemble beaucoup à Katsu. C'est-à-dire que genre avec Katsu, le plus important c'est de savoir où est-ce que tu vas pousser ton adversaire à bloquer pour le bait et en fait le punir à un autre endroit. Et du coup, je retrouve ça un peu avec l'assassin. Genre vraiment, faut faire attention à qu'est-ce que tu présentes, comment tu le présentes, et du coup, tu passes beaucoup de temps à réfléchir quand tu es attaqué et que tu vas bloquer. Mais après, c'est vrai que quand tu as figé ton tour, tu le réalises. Tu vois, genre, y a pas de... C'est pas genre tu vas t'adapter en fonction de ce qui se passe. Non, non, c'est tu vas réaliser ton tour de la manière la plus optimale possible. Et la différence entre un bon joueur d'assassin et un mauvais, je pense que ce sera justement à quel moment tu intercales les Spider's Bite, est-ce que tu utilises les Spider Bite, gestion des ressources, à quel moment tu craques Goliath Gauntlet, ce genre de machin. Ouais. Ouais, en vrai, je suis d'accord. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de décisions sur le truc. Hein. Mais comme tu as dit, je pense qu'une fois que tu vois ta main, tu as les options complètes pour ton cycle de tour. Ouais. Mais c'est un apprentissage, du coup, c'est sympa. Genre, ça fait des nouvelles choses à découvrir. Cool. Clairement. Mais encore une fois, hein, t'as raison, c'est très subjectif. Je dis pas du tout que la classe est nulle ou que la classe est pas intéressante ou que tu vois, elle est pas bien, etc. Juste que moi, très personnellement, je
pense pas que c'est ce vers quoi je vais aller le plus quand Dynasty va sortir. Enfin, Dynasty est déjà sorti du coup au moment où sort la vidéo. Parce que je pense qu'il y a des choses qui vont me faire plus plaisir quand je vais les jouer que cette classe-là, au final, contrairement Ouais. à ce que je Mais pensais tu au vois, départ. par contre, ça se ressent le fait qu'elle a qu'une seule édition derrière elle, la Ouais. classe d'assassin. Genre, vraiment, genre, quand tu montes un deck, bah tu peux pas avoir la T'as pas la beaucoup de choix. subtilité et la diversité de gameplay et de cartes que tu pourrais avoir genre chez un ninja, par exemple, ou chez un ranger, ou ce genre de choses. Ouais, Du parce coup, qu'ils ont même déjà eu si, plusieurs extensions. même si c'est cool, en fait, heureusement que la classe a des joujoux vraiment sympas, parce que sinon, on s'emmerderait. Genre vraiment très fort. C'est ça. Ça se sent qu'on manque encore de support, on manque encore de cartes, mais après c'est normal, hein. Ça vient de sortir, on n'a qu'une C'est seule extension. Il y a même qu'un Ouais, seul déjà. héros. Déjà, on peut Donc, faire des trucs avec. Et on ça, peut faire en des vrai, trucs avec. je trouve ça cool. C'est jouable dès sa sortie et dans un supplémental. Et ça, Clairement. c'est pas mal. Et puis, c'était sympa aussi, je pense, d'avoir une classe entière dans un supplémental, en plus d'un nouveau héros, contrairement à ce qu'on a vu avec Everfest, par exemple, où on avait eu un nouveau héros qui avait beaucoup changé la méta, mais qui était venu avec un pool de cartes déjà existant et pas de nouveauté. Là, on a vraiment un truc complètement nouveau, avec des nouvelles mécaniques, des nouvelles options de jeu, etc. Et enfin, rien que ça, je trouve ça vraiment cool. Moi, je suis d'accord. Entièrement d'accord. Bon, et si Et on du parlait de coup- ces Worlds? Ouais, exactement, parce que pendant ces Worlds, on a vu plein de choses, on a vu des passé beaux des trucs. tapis arachni, mais ce qu'on a vu surtout, c'est des belles games, et c'est Ouais. un vainqueur. Et du coup, on va passer sur ces Worlds, donc je vais directement changer, hop, pour passer directement sur ce petit affichage, et je laisse qui le dit? Croissant ou PDPU? Croissant, Croissant, Écoute, là, il déborde là. je vais prendre cet honneur parce que, comme la plupart des gens le savent, ceux qui ont écouté le cast sur la chaîne de l'œil d'Ophidia, ceux qui m'entendent en parler, etc., Michael Hamilton, ça fait un moment que je dis que pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. J'adore ce joueur, j'adore l'innovation qu'il a sur ses decks, sur ses choix de cartes, sur sa façon de voir le jeu. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est un peu au-dessus du lot et qui est vraiment vraiment extrêmement méritant en fait sur le fait de gagner cette compétition. Et donc effectivement, il gagne les Worlds avec Islander comme choix de deck en construit et également en blitz si je ne dis Et pas en de draft. bêtises. Il Et a il joué a que fait ça en Islander du draft week-end. également. Vraiment, il a joué que Donc, ça. donc voilà, donc il a fait du coup 20 parties d'Islander, je crois, dans les 3 formats cumulés. Oui, c'est ça. Ce qui est peut-être révélateur de quelque chose par rapport au deck par ailleurs, mais du coup voilà, donc autre vraiment, débat, ça. vraiment super cool. Et un des trucs que je voulais rappeler dans ce podcast quand même, c'est ce qu'il a fait avant de gagner les Worlds, parce que pour moi les Worlds, ça a vraiment été hypé comme l'accomplissement d'une saison, comme la finalité d'une saison. Genre vraiment le truc qu'on va avoir normalement maintenant une fois par an et qui sera le summum de tout ce qu'on a vu pendant cette année et de tous les accomplissements de cette année. Et Michael Hamilton, il a commencé le jeu en août 2021, fin août 2021. Donc il y a 1 an et 3 mois, à peu près 1 an et 2 mois et demi. Et depuis, c'est quand même quelqu'un qui a gagné 2 callings. C'est un des seuls joueurs, si ce n'est le seul joueur à avoir gagné 2 callings. Il a gagné un Battle Hard Node. C'était avant cet event le player qui était numéro 1 au Worlds, enfin au classement Worlds en Elo. C'est une personne qui a également, je crois, fait 14e ou 15e, j'ai un doute, mais je crois 14e au Pro Tour de Lille. Donc C'est le champion américain aussi. Voilà, c'est Accessoirement. également quelqu'un qui, il y a un peu plus d'1 mois et demi, a gagné les nationaux des USA. Et donc, pour moi, c'est vraiment l'accomplissement d'une saison où il a été extrêmement régulier, extrêmement bon tout le temps, où il a montré des innovations dans ses decks, dans ses choix de decks, dans sa façon de build les héros qu'il choisissait pour certaines méta. Et je trouve que c'est 100% mérité. Ça aurait de toute façon été 100% mérité pour n'importe qui aurait gagné les Worlds, parce que quand tu as un tournoi de 16 rounds dans 3 formats différents, plus un top 8, la personne qui gagne elle peut pas avoir chaté sur ces 20 games, donc elle aurait été méritante de toute façon. Mais je suis vraiment content que ce soit Hamilton, parce que je trouve que sur le reste de la saison, et pas juste sur ce tournoi, parce qu'on sait que sur un tournoi il peut quand même se passer des choses qui sont un peu unlucky ou très lucky. Et voilà, je pense que c'était vraiment une des personnes
par rapport à ses accomplissements récents et précédents, qui méritait le plus d'être couronné premier champion du monde. Et du coup, je suis vraiment super content que ce soit lui. Je tiens quand même à rappeler que même si les championnats du monde ont été gagnés par Hamilton, il y a aussi plein d'autres joueurs qui ont fait la compétition. Et on a eu un top 8 qui était assez varié avec des noms qu'on voit et revoit par-ci par-là, genre Daniel Rutkowski par exemple, qui était le finaliste Des nationaux américains. On a aussi Fouad Omar, qui est un joueur que les Parisiens connaissent parce qu'il est passé dans des armoiries de temps en temps avec un chapeau absolument délicieux. On a aussi Rob Catton, plein de joueurs, Viet Pham aussi. C'est ouais, Viet Pham, moi je l'ai croisé pas mal sur. Pour le moment, en fait, c'est genre juste des noms, mais on se rend compte en observant le palmarès de chacun de ces joueurs, un peu comme Hamilton en vrai, que c'est des gens qui sont assez constants, assez réguliers, et en fait commence à se dessiner une scène de joueurs très actifs, qui perfent souvent, qui sont réguliers, qui se déplacent, etc. Et je pense que justement, il faut suivre. Mais ça rejoint l'équipe polonaise qui se bouge beaucoup. Ça rejoint l'équipe tournesol des Espagnols avec Pablo Pintor. En fait, tout le Wolfpack dont fait partie Michael Hamilton, en fait, on sent que genre, les Worlds, c'était l'occasion pour toutes ces équipes de montrer ce qu'elles avaient dans le ventre. Et je pense que c'était plutôt sympa en ce sens-là. J'en profite aussi pour dire que pendant les Worlds, en termes de purs résultats, il y avait aussi un calling qui a commencé le lendemain du premier jour des Worlds, qui a été gagné par un Reinhardt, que je trouve délicieux d'ailleurs, avec un petit Pablo Pintor qui se balade dans le top quand même, tant qu'à faire. Bah quand même. Et il y a aussi eu le Battle Hardnet qui a eu lieu le dimanche en Blitz, qui a été gagné par Prism, avec des gens. Mais c'est marrant parce que, tu vois, genre, il y a plein de gens dans ces tops, c'est probablement des noms connus et reconnus et qu'on va être amené à revoir. Mais c'est vrai que le fait que la scène soit encore assez petite et qu'il n'y ait pas encore eu beaucoup d'événements, beaucoup d'occasions pour des joueurs de vraiment briller, tu vois. Du coup, il y a des gens qu'on reconnaît, Pablo Pintor, Michael Hamilton, Daniel Rutkowski. Il y a plein de gens comme ça où genre, on se souvient de leurs noms parce qu'on les voit. Et il y a aussi plein de gens qui, à mon avis, font genre des top 9, des top 10, finissent genre 17e au lieu de top 16 ou genre 33e. Et genre, tous ces gens-là, en fait, c'est des gens qui vont continuer à jouer, qui vont pas s'arrêter et qui, en fait, un jour brilleront et auront un bon résultat, je l'espère pour eux, tu vois. Et c'est sympa. C'est vraiment clairement. Bah, dans cette veine-là, il y a Matt Rogers, par exemple, qui, je crois, finit 10e des Worlds, si je dis pas de bêtises. Il y a quand même très bien. Qui finit 16e. Il y a Hayden qui finit 16e également. Et Hayden, c'est quelqu'un qu'on connaît notamment, quand même, pour ses performances aux nationaux australiens, notamment l'année dernière, puisqu'il les avait gagnés, mais aussi par son podcast Arsenal Pass avec Brendan Patrick. Et Matt Rogers, c'est quelqu'un qui a été tellement dominant et qui continue à l'être sur les premières années du jeu, en gagnant énormément de tournois, en topant énormément de tournois, en gagnant encore cette année les nationaux de Nouvelle-Zélande, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quelqu'un qui est hyper performant, mais comme tu as dit, PDPU, s'il n'avait pas eu autant d'accomplissements avant, le fait qu'il fasse, je crois, top 16 ou top 32 au Pro Tour Lille, le fait qu'il fasse top 10 au Worlds, ça passerait un peu plus inaperçu. Là, ça passe pas inaperçu parce qu'on connaît déjà son nom. Et effectivement, tous les gens qui là ont topé ce calling ou ce Battle Hard Nut, c'est peut-être des gens qu'on va revoir bientôt dans un gros calling faire top 16, top 32, et où on se dira, ah mais ce nom-là, je l'ai déjà vu, il a top le calling de San José pendant le week-end des Worlds, etc., etc. Et ça, c'est super cool, je trouve. C'est comme Pablo Pintor, genre là, quand on a suivi le premier Pro Tour et qu'on le voit gagner, au début j'étais en mode, je sais pas qui c'est. Et puis quand on le voit au deuxième Pro Tour et qu'on voit qu'en fait, genre, il est dans le top 8 aussi, je suis en mode, ah putain, c'est pas n'importe qui, tu vois. Et là, je le revois au tournoi et je suis en mode, ah ouais. D'accord. Et puis, on voit le Calling Madrid, et dans le Calling Madrid, dans la team Blitz qui gagne le Calling Madrid, on voit Pablo Pintor. Ouais, non, mais il n'y a pas. Enfin, voilà, il y a des gens comme ça qui commencent à vraiment affirmer leur nom sur la scène comme parmi les meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas les joueurs les plus constants dans leur performance.
Et à la tête de tout ce petit monde, Michael Hamilton, qui là, je pense, pour un bon moment, assoit quand même vraiment son titre. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément que le débat soit ouvert parce que selon la méta, parce que selon le jour, selon les sorties, il y a plein de gens qui sont très bons et qui auraient eu largement le niveau pour gagner les championnats du monde, selon moi. Mais le fait est que là, c'est Hamilton le champion du monde en titre et il l'est pour au moins un an et c'est incroyable. Et il le mérite. Je suis super content. Il le mérite à 100%. Parce que comme vous le dites, c'est quelqu'un d'hyper régulier, c'est quelqu'un croissant. Croissant n'a que son nom à la bouche 90% du temps quand il joue Islander. Donc il a beaucoup de mérite. Et ça aussi, je répète un peu ce que tu as dit, mais c'est aussi, ça, faut bien visualiser qu'il y a des joueurs qui ne font que jouer, mais il y a d'autres joueurs comme Michael Hamilton qui, eux, arrivent à innover même au niveau des decklists. Et c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, la liste de Michael Hamilton, tous les joueurs de Islander en ont entendu parler et la jouent parce que c'est vrai qu'il a réussi à faire des innovations à l'intérieur hyper intéressantes. Quoi. Il y a un truc qui me fascine, c'est que depuis qu'Hamilton a sorti sa liste, qu'il a gagné les championnats américains et qu'il a commencé à en parler, et quand on suit un petit peu les discussions qu'il y a sur le jeu de manière générale, il a vraiment marqué un changement genre en profondeur du deck building pour tout le monde. Genre, depuis qu'il a joué Wounded Bull, je n'ai jamais autant vu cette carte que depuis qu'il a eu l'idée de la mettre dans Islander. J'en la vois partout. J'ai envie de la mettre dans tous mes decks. Et du coup, genre, en suivant ce qu'il faisait avec le jeu, genre, il a réalisé l'exploit de faire comprendre à des gens qui n'ont pas mené la même réflexion que lui, des concepts de base du jeu qui, en fait, étaient inaccessibles. Mais pas forcément inaccessibles, mais juste personne n'avait mis les mots dessus. Les mots correctement dessus. Et vraiment, lui, il a dit, bah, c'est simple, pendant mon tour, je fais 8, pendant ton tour, je fais 6. Je suis gagnant, voilà. Tada, les mathématiques. Et c'est stylé, je trouve ça très cool. Très stylé. D'accord. Je vous propose, avant de rentrer peut-être dans d'autres games, de parler de la méta de ces Worlds. Donc ici, on va commencer par le CC. Le gros format, commençons par le CC. Moi j'aime bien cette méta, évidemment. Vous m'avez vu vendredi. Bon, moi je suis de base un joueur ninja et puis je vois 85 failles. Ça m'étonne pas des masses. On l'a quand même beaucoup vu. Il a gagné beaucoup de compétitions dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez de votre analyse ? Vas-y, PDPU. Alors moi déjà, il y a un truc que je trouve intéressant avec une méta, c'est de comparer la présence d'un deck et leur présence en top 8. Encore une fois, ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes parce que les World Championship étaient un tournoi en 3 formats, ce qui signifie que pas mal des résultats en fait de certains joueurs ont pu être déterminés par les drafts, les 6 rounds de draft, dans le bon sens comme dans le mauvais. Et il peut aussi y avoir des résultats qui ont été déterminés par le blitz. C'est pour ça qu'on va parler de la méta du blitz après. Mais il est notable de se rendre compte que les héros qui ont été choisis pour le construit étaient les mêmes héros qui auraient été joués en top 8. Et donc sur les 85 failles, en fait en top 8, il n'y en a que 2. Donc c'est bien déjà parce qu'il aurait pu ne pas être présenté. Il aurait pu être très très peu représenté comme les Holdim par exemple, puisque Holdim est le 2e deck le plus joué du week-end en construit, mais il n'y en a qu'un seul en top 8. On note que les Islanders et les Braillards ont un taux de représentation similaire et qu'on en retrouve un bon nombre pareil dans le top 8. Et on a un petit outsider qui est une Dromai qui a réussi à passer par là. On ne sait pas trop comment il a fait. Enfin, si, parce qu'il joue très bien, mais c'est probablement la Dromai et c'est peut-être plus un joueur, loin de là l'idée de minimiser son parcours évidemment, mais qui a eu deux très bonnes drafts et qui a eu un parcours sur le Blitz qui était très bien et qui du coup a peut-être compensé une ou deux défaites qu'il avait à la fin du construit. Il me semble qu'il n'était pas ultra bien placé et qu'il est remonté en fait pendant le 2e jour. Voilà, je pense que c'est une méta qui est cool en vrai. Le meilleur exemple de ça, juste avant de revenir sur la méta, le meilleur exemple de ça, c'est Aiden Dale qui, comme on l'a dit, a fait 16e, qui était probablement en win and in sur sa dernière game de Blitz et qui prend le plus gros high roll que j'ai jamais vu de ma vie sur Reinhardt, enfin contre Reinhardt, pardon. Et qui du coup aurait pu être en top 8, qui jouait Kano en construit et qui donc aurait joué Kano dans son top 8. Et je crois, si j'ai bien suivi ses tweets, les reports, etc., qu'il a fait 3-2 en CC. Ce qui montre bien qu'effectivement, en fait, c'est les 3 formats ensemble qui étaient déterminants, mais chaque format tout seul
était pas forcément, enfin, fallait pas faire 5-0 ou 4-1 partout. Et donc, effectivement, alors c'est pas que ça biaise un peu la représentation de quel deck a fait top 8, etc. Un petit peu quand même. Mais effectivement, les decks qui ont fait top 8 sont des decks qui ont été joués 5 rounds sur 16 pendant le week-end. Et donc, c'est pas nécessairement ceux qui ont le mieux performé ou le moins bien performé. Et il y a aussi une histoire de match-up, parce que quand on fait 5 rounds d'affilée, plutôt que genre 14 par exemple lors d'un calling sur 2 jours, il y a plus de chances qu'on arrive à dodge nos mauvais match-up ou qu'on trouve des bons match-up, etc., que sur 14 rounds où en général on va au moins croiser deux fois un mauvais match-up. Il est assez représenté dans la méta. Sinon, de manière plus globale pour la méta, je pense qu'effectivement, Faille, on pouvait s'y attendre. C'est très représenté depuis plusieurs mois, malgré que on nous disait que Islander et Hold'em arrivaient à trouver des solutions, qu'on arrivait à faire disrupt le deck, etc., que Bravo pouvait enchaîner les crushs et tenir en respect Faille. Au final, on voit que le deck performe très bien. On voit que, notamment du côté de Daniel Rudowski, en top 8, les listes jouent un petit peu plus mid-range dans certains match-ups, avec un peu plus de défense-réaction. Des cartes comme E-Strike aussi, qui permettent d'être plus efficaces avec des mains de 2 cartes ou avec un seul point d'action, si on prend des Spinal Crush de Hold'em, par exemple. Et j'ai trouvé cette innovation très bonne. Et je pense qu'en fait... il y a 2 facteurs pour moi au fait que Faille a été autant représenté. C'est que c'est un deck aggro qui est considéré comme le plus consistant actuellement, et qu'on sait que les decks aggro sont en général sur une méta qui peut être un peu open, sur une méta qui n'est pas forcément ultra fixée, un bon choix, parce qu'on veut juste faire ce que le deck fait bien et on s'en fiche un peu de ce que l'adversaire fait. Et à côté, je pense que le deuxième facteur, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui ont trouvé une forme d'adaptation à l'adaptation que les Hold'em avaient sur les failles. Et je pense que du coup, les failles avaient en quelque sorte un coup d'avance sur les Hold'em qui ne s'étaient pas encore adaptés à l'adaptation des failles. Et donc, c'est assez intéressant à voir. Je m'adapte, tu t'adaptes, nous nous adaptons. C'est ça. Je vais me permettre de parler un peu, parce que les failles, bon, pour le coup, les 2 joueurs en top 8 des Worlds, pour une fois, c'est un sujet que je connais un peu, je les connaissais, donc Rob Catton et Daniel, c'est 2 joueurs de failles que je suivais. Et c'est vrai que pour le coup, c'était drôle à voir, parce qu'on voyait vraiment 2 styles de failles assez différents. Comme tu l'as dit, pour le coup, c'est pas forcément Daniel qui joue un peu plus mid-range, c'est plus Rob Catton qui est venu avec une liste plus mid-range, avec des takes de tempo, avec des cartes qui défendaient plus, donc des cartes bleues qui défendaient plus à 3, alors que Daniel, lui, est venu avec 3 Phoenix Flame, 3 Flame Call Awakening, donc une liste potentiellement plus aggro. Malheureusement, les 2 se sont affrontés, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais oui, pour le coup, il y a eu une adaptation entre des failles qui n'ont laissé passer aucun Hold'em, aucun Islander à grands coups d'Emberblade. Et c'était très très intéressant à voir, de voir vraiment 2 fois le héros en top 8, mais 2 playstyles quand même assez différents en tout cas. Ouais. Il y a un truc que je trouve super cool avec cette méta, c'est quand même qu'on a une représentation visuelle de l'attrait qu'ont les joueurs pour certains decks en construit. Et pour les gens qui nous regardent, vous aurez un camembert, sinon on le mettra en description de la vidéo pour que vous puissiez le regarder. C'est un truc qui est assez équilibré en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir un quart des joueurs, c'était du faille, un plus petit quart, c'est des Hold'em, un 8e, c'est des Braillards, un 8e, c'est des Islanders, et puis un gros quart du reste. Et en fait, ça, c'est une méta qui est attirante. Parce que tu sais que tu as un deck que tu as envie de viser, c'est faille, donc tu vas probablement adapter ton deck pour le battre, mais en même temps, tu sais que tu vas peut-être affronter d'autres choses. Et cette ouverture dans la méta est vraiment super cool. Genre, la méta est attirante. Genre, il y a plein de choses, tu peux faire plein de choses différentes, et je trouve ça très sympathique. Je suis complètement d'accord, et je trouve que ça se voit bien aussi avec le nombre de decks différents qu'on voit en top 8. Puisqu'en top 8, si je dis pas de bêtises, il y a 5 decks différents, je crois, puisqu'il y a Braillard, Hold'em, Islander, Dromaille et Faille. Je peux regarder dans le top 8 des Worlds. Non, mais c'est ça. C'est genre, t'as 2 Islanders, 2 Braillards, 2 Failles, un Hold'em, une Dromaille. C'est ça. Et du coup, ça fait quand même une représentation qui, alors certes, est attendue quand on voit la représentation de chaque deck, globalement, à part peut-être effectivement sur ce Dromaille qu'on pouvait un peu moins attendre, mais globalement c'est attendu, avec peut-être Hold'em qui a bien sous-performé, mais on voit que on voyait qu'après les dernières rounds, il y avait beaucoup de joueurs sur Hold'em en construit qui étaient
dans le top 10 à 20. Il y avait genre 9 Oldhim, je crois, du 10 à 20. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, le top est un peu ce qu'on pouvait attendre en voyant la représentation. Et en même temps, c'est quand même cool de voir qu'on a 5 decks différents de construits en top 8, que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont viables, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent performer, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent gagner des parties, être compétitifs. Et je trouve que c'est vraiment une méta qui est saine actuellement sur le jeu. Ça se voit avec les résultats du calling, parce que le top 8 du calling, c'est Reinhardt qui arrive à battre Bravo, le vieux Bravo. Et dans le top 8, on a 2 Reinhardt, un Bravo, une Lixie, une Islander, une Braillard, un Faille. Non, 2 Braillard et un Faille. Et ça donne une méta qui est quand même ultra... qui apparaît varié. Ultra saine et ultra équilibrée. Et je trouve ça trop bien. Genre, quand j'ai vu que Reinhardt avait gagné le calling, j'étais en mode « Ah bon ? Contre quoi ? Contre Bravo ? Ah bon ?» Ouais, c'est super cool. Je trouve ça vraiment super cool, ce qu'on a pu voir de la méta sur le week-end en construit. Je trouve que c'est vraiment un bon point pour le jeu au niveau de la méta et de la représentation qu'il y a de chaque deck. Et on pourra revenir un peu dessus quand on parlera un peu de notre avis par rapport à l'aspect vitrine dont on avait parlé il y a 2 épisodes quand on vous parlait de nos attentes des Worlds. On pourra faire un retour là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est vraiment des points qui sont gagnés par LSS sur l'aspect compétitif et équilibré de leur jeu. Mais tu vois, Knight, tu peux passer au Blitz. Par contre, le Blitz, je trouve ça moins bien. Le Blitz, j'allais dire, je suis moins convaincu. Et avant que PDPU, tu reprennes si tu veux, j'aimerais quand même faire une première comment dire, une première remarque. C'est que 2 des 4 héros les plus joués sont 2 héros qui sont partis en Living Legend en construit et qui étaient considérés à certains moments, pour des raisons différentes, comme potentiellement trop forts ou problématiques. Et donc on voit que ces héros sont revenus pour différentes raisons dont on va parler juste après dans la méta de Blitz. Et du coup, ça fait une méta qui est peut-être un peu moins saine, un peu plus triangulaire que ce qu'on peut avoir en construit, et c'est un peu dommage. Du coup, la méta, on a une centaine d'Islanders, 72 Oldhim, 50 Chain et 35 Prismes. Alors, il y a aussi un quart d'autres decks qui sont des Reinhardt, des Kassai, plein d'autres trucs. Mais le plus important, c'est quand même de constater cette écrasante domination de Islander. Et je pense que ça fait suite au Battle Hardnet qui avait été gagné par Brendan Patrick d'Arsenal Pass, où il a joué Islander, une version blitzifiée de la liste d'Hamilton, en gros. Et il disait, mais facile. Le jeu est facile quand tu joues ce deck, en fait. Et ça se voit un peu. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette méta, c'est que les decks qui étaient les plus impressionnants dans les hautes tables, c'était des prismes. Parce qu'en fait, les prismes grignotent comme jamais les Islanders et les Oldhim. Et à partir du moment où ils ont un plan de jeu où ça se passe pas trop mal, elles peuvent passer les chains. Et donc, en fait, les prismes, et c'est pour ça d'ailleurs que Fouad Omar, par exemple, a eu un bon score en Blitz, parce qu'il jouait prisme et il le jouait très bien. Et du coup, en fait, il a déroulé ses adversaires, parce qu'en fait, il avait le deck pour la méta. Ça grignote les Islanders, ça grignote les Oldhim, tu galères un peu contre chain, mais le reste, ça passe. Et du coup, je trouve que la méta est... moins intéressant. En vrai, moi j'ai été un peu déçu. Quand j'ai vu que la méta c'était ça, j'étais en mode on va juste se taper des genre old school Flesh and Blood, enfin genre Flesh and Blood meh. Genre quand j'ai vu que la première game castée de Blitz c'était Prism contre Chain, j'ai fait oh non. On est de retour il y a un an. Oui. Ah ouais, c'est ça. On revient il y a un an. En fait, je veux pas de ça. Que je trouve intéressant quand même à noter sur cette méta de Blitz, parce qu'il faut rappeler que peu avant les Worlds, il y a eu une banlist dont on avait parlé sur notre podcast, enfin peu de temps avant, il y a maintenant 3 semaines, 4 semaines, un truc comme ça, donc ça commence un petit peu à dater quand même, mais elle avait très peu touché au construit, finalement, même si on voit qu'il y a des listes d'Oldhim qui ne jouent même plus aucun hold, et que donc en fait la Pulse c'était quand même un ban on l'avait impactant. Mais on l'avait call. Là où il y a eu le plus de changements, c'était notamment
sur le Blitz, avec la suspension de Stormstriders, le bannissement de Mask of Punishing Links et le bannissement de Bloodseed Skeletal, ainsi que le retour de Sonata Arcanix, et je crois qu'il y avait un dernier truc que j'oublie. Non, je crois pas. Peut-être que la dernière annonce, c'était que les cartes Wizard restaient ban, même si on enlevait Wildfire. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. J'étais très déçu. Même si on enlevait Stormstriders, pas Wildfire, pardon. Et en fait, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que, du coup, le fait de bannir le masque, le fait d'enlever Bloodseed Skeletal, ça enlève des gros potentiels au meilleur deck aggro du format. Parce que Chain est un deck qui est plutôt aggro, mais qui peut mettre un petit peu de temps pour atteindre des tours qui sont difficilement contenables. Là où Faille, un peu au début. Voilà, là où Faille avec le masque, dès le tour 1, pouvait présenter des létales sur beaucoup de héros. Ce que ça a changé aussi, c'est que les Stormstriders ont, je pense, quand même réduit le nombre de Islanders qu'on voyait, parce que ça a quand même réduit son power level, même si le deck reste très bon. Et ça a aussi, je pense, sorti Kano de la méta, même si le deck reste, de mon point de vue et du point de vue d'autres joueurs, viable, mais il est d'autant plus compliqué à jouer, et surtout, il n'a pas... Enfin, en fait, le fait qu'il y ait moins de decks aggro, puisque les decks aggro sont moins performants, fait que Kano a moins de raisons d'exister, puisque une des grosses forces de Kano, c'était de pouvoir punir ces decks aggro qui ne voulaient pas pitcher, qui avaient beaucoup de rouge dans leur deck, et de gagner la course contre eux grâce à des dégâts multiplicatifs. L'autre aspect, c'est que ces decks-là étaient aussi bons contre Prism, surtout les prismes un peu plus défensifs, un peu plus aura, qui sont les prismes qui gagnent contre Islander et Oldhim notamment. Et ces prismes-là, avec la disparition en grande partie des decks failles et des decks peut-être Braillard aussi, qu'on voit pas du tout dans le breakdown, on se retrouve avec des prismes qui ont pu regagner en popularité, avec Islander et Oldhim qui étaient attendus avec Chain également comme les 3 gros decks du format. Et en fait, Prism peut tenir contre Chain, et comme tu l'as dit, PDPU, un très bon match-up si tu builds correctement contre Islander et Oldhim, surtout quand tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'un fight qui va juste te punir pour des mains double aura qui bloquent à 2 et à 0. Et du coup, je pense qu'au final, d'une certaine manière, c'est presque pas la suspension de Stormstriders qui a apporté le plus gros changement, mais c'est peut-être le ban du masque, et c'est peut-être pas tant sur le fait que du coup, c'est la conséquence du fait que le masque a été ban et qu'on voit moins de failles qui a permis à Prism de revenir et d'être aussi impactant sur une méta où Islander et Oldhim étaient très dominants. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est pas forcément quelque chose qui avait été très anticipé, je trouve, en tout cas par la plupart des gens. Enfin, je sais que moi, j'avais pas vraiment pensé à cet aspect-là. Et je trouve vraiment ça intéressant d'un point de vue équilibrage, parce que je pense qu'on peut considérer que LSS avait un peu en tête ce genre de changement, puisque eux playtestent leur ban, leur changement, etc. Et donc ils avaient probablement anticipé ce genre de réaction. Et je trouve ça vraiment intéressant comme choix d'équilibrage du coup. Ouais, mais tu vois, du coup, ça donne une méta qui ne m'attire pas. Quand je vois, par exemple, que les résultats du Battle Hard Ned qui a eu lieu dimanche, où c'était exclusivement en Blitz, c'est 3 prismes, 4 Islanders et 1 dash, bon, ça donne pas très envie, tu vois. Et genre que la finale, c'est prisme contre prisme. Après, c'est pas un reproche que je formule en vrai sur la méta, parce que le Blitz, comme on le disait, c'est un format qui est un peu bizarre, parce qu'il est beaucoup joué, mais il a assez peu de support ultra compétitif, comme là le construit. Mais du coup, ça met en lumière cette idée que vraiment, genre, quand des joueurs se posent pour réfléchir au deck, et genre le deck pertinent pour une méta, en fait, ils aboutissent sur Prism et sur Islander, parce qu'ils savent que Faye sera moins présent, parce qu'ils savent qu'il y aura des Oldhim qui vont essayer de jouer, et que du coup, c'est exactement le deck qu'il faut, tu vois. Donc, je trouve ça intéressant à observer, mais je suis pas ultra fan de le vivre, tu vois. Genre, je suis d'accord aussi, parce que de toute façon, comme je disais, je pense que Chain et Prism sont des decks qui ne sont pas forcément les plus pertinents et les plus sains pour le jeu pour différentes raisons. Chain parce que sa mécanique contourne un peu certaines règles du jeu de mon point de vue, et Prism parce que le deck en soi a des match-ups très polarisés et très polarisants. Mais comme tu as dit, je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu dans la tête des joueurs pros et dans leur théorie crafting. Et surtout, comme je le disais, d'un point de vue équilibrage de la part d'LSS, vraiment je le redis parce que je trouve vraiment ça intelligent de prendre cette direction-là, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oui,
Oldhim, a priori, est trop fort en blitz, il faut le nerfer, qui était un peu, peut-être un peu déçu ou inquiet par le fait qu'il n'y avait pas eu de changement qui ciblait Oldhim en blitz, pas même la pulse, même s'il avait déjà plus Chrono of Seeds, évidemment. Et je trouve que du coup, si ça a été anticipé par LSS, et je leur accorde ce crédit d'y avoir pensé, de se dire on n'a pas besoin de nerfer Oldhim parce que Prism et potentiellement Chain vont revenir dans la méta et pouvoir target ce Oldhim de même que Islander le faisait déjà, parce qu'on supprime un autre deck dans l'équation. Je trouve vraiment que c'est très intelligent et que c'était vraiment un très bon coup d'équilibrage. Mm. Mais en termes de vitrine, tu vois, parce qu'en vrai on pourrait parler de vitrine aussi, je trouve pas que ça donne une excellente image du Blitz. Genre, Je suis assez d'accord. tu vois, genre, tu regardes le construit, t'es en mode, putain, ça a de la gueule, t'as pas les mêmes héros qui gagnent le calling et les Worlds, t'as plein de trucs qui sont représentés, machin et tout. Le top 8, en plus, en termes de spectacle, était assez cool parce que bah, c'est pas tout le temps la même chose. Ouais, il y avait plusieurs matchs différents et tout, c'était C'est vraiment sympa sympa. à regarder. Et après, tu regardes le Blitz et tu fais, oula, Alors, oh là non. si je peux me Oh. permettre, je suis d'accord avec toi que c'est pas forcément la meilleure vitrine, mais il y a un aspect qui est, on va dire, pas négligeable, qui est que le Blitz avait déjà une mauvaise image d'une certaine manière. Ouais, je sais. Et donc, Mais ça n'a rien arrangé, du coup. je suis d'accord que ça n'a rien arrangé, mais est-ce qu'à ce stade, avoir une meilleure méta en blitz aurait vraiment arrangé les choses? Quand on voit qu'il y avait Islander contre Reinhardt et sur une game qui a fait beaucoup parler sur Twitter parce qu'il y a eu un high roll de Reinhardt avec des Intimidate et des Alpha Rampage qui étaient un peu disgusting. Et je pense que quand on voit ça, peu importe la méta qu'il y avait, ça aurait alimenté les trucs de oui, le blitz c'est pas équilibré, le blitz c'est high rolly et tout ça. Donc je pense que de toute façon, peu importe les bans qu'ils auraient pu anticiper, ça aurait pas été bien mieux et surtout ça aurait pu être pire parce que voir des failles sans zéro des gens avec le masque, voir des canaux OTK tour 1 ou tour 0 grâce aux Stormstriders, je pense que ça aurait pas été une très bonne vitrine non plus. Et du coup, d'une certaine façon, je pense que ça aurait pu être mieux, mais que ça aurait vraiment pu être pire aussi, en termes de représentation et d'aspect. Et du coup, c'est pas si mal, on va dire. Mais après, je sais qu'en termes de vitrine, t'avais autre chose aussi. Parce qu'on a pas mal parlé de coverage, du coverage auquel nous on a participé, qui avait été organisé en français par l'œil. Mais il y avait aussi évidemment le coverage inter par Channel Fireball, qui était l'organisateur du tournoi sur place aux USA à San Jose. Et personnellement, et je sais que je suis pas le seul à le penser, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur coverage qu'on ait pu voir sur des tournois depuis le début du jeu, pour le dire de cette façon. Ouais, clairement. Moi, après, à ce niveau-là, je vais peut-être parler surtout techniquement, parce que les coverages, c'est quelque chose que je commence à connaître. J'ai quand même un sacré passif dans les jeux de cartes, surtout dans l'organisation de tournois, etc. Donc, d'un point de vue technique, c'est vrai qu'on a eu des cams qui bugouillaient un peu. On a eu des tapis de jeu un peu bons. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème sur les jeux de cartes, ce qui peut se passer pour les gens qui nous écoutent, c'est que parfois les cartes vont avoir une espèce de reflet à cause des différentes lumières de la salle. Et là, Channel Fireball a pris le parti de mettre une caméra aérienne assez sombre pour qu'on voit bien le tapis, pour pas qu'on ait ces reflets. Mais du coup, comme le dit PDPU, c'était potentiellement trop sombre. C'est vrai que les games étaient quand même très très sombres. Il y a eu des petits problèmes techniques, il y a eu des petits couacs au niveau de la communication sur Twitter et ce qu'on pouvait voir sur le stream officiel. C'est-à-dire qu'ils annonçaient les résultats sur Twitter, et alors que sur le stream officiel, la game n'était pas encore passée. Il y a eu des petites choses techniques à ce niveau-là qui peuvent être, qui peuvent être relevées. Si l'un de vous deux veut compléter, PDP. Ouais, moi il y a un truc en fait. C'est-à-dire que l'intégralité du tournoi a été organisée et a été castée par Channel Fireball.
Channel Fireball, c'est genre des mastodontes. Genre, il y a deux boîtes qui organisent des tournois aux États-Unis. C'est Star City Games, avec leur propre circuit de coverage, machin, sur Magic, entre autres, et Channel Fireball. Channel Fireball, ils ont quand même casté pendant au moins 10-15 ans tous les GP et tous les gros tournois de Magic. Genre, c'est pas genre une nouvelle boîte. C'est pas des randoms, en fait. C'est littéralement l'entreprise qui avait le monopole sur l'organisation d'événements Magic. Et quand on voit la gueule du stream, bah moi, j'avoue, j'ai été très déçu. C'est-à-dire que j'ai été plus marqué par les images de meublage issues du calling Las Vegas qu'avait enregistré Channel Fireball que par les images en jeu. Genre, honnêtement, j'ai trouvé que le coverage du Pro Tour Lille était plus propre que celui des Worlds. Je l'ai trouvé techniquement plus agréable à regarder, peut-être d'une certaine manière un petit peu mieux organisé, plus fluide aussi. J'avais plus envie de regarder ce coverage-là. Alors peut-être qu'il y a un facteur aussi, c'est que comme ça avait lieu au milieu de la nuit, parce que le coverage commençait à 18h et finissait vers 4h du matin à peu près, peut-être que moi, en tant qu'Européen, j'avais pas envie de passer la soirée à regarder ça. Mais le fait que ça commence à la bourre, parce que je crois qu'il n'y a aucun soir où ça a commencé à l'heure, enfin genre... Ça a Ça disait, ça commencé commence à entre 18h. 40 minutes et 50 minutes en retard à chaque fois, je Ouais, crois. voilà. Le fait qu'on avait toujours un délai entre les games montrés et la réalité, Ouais. parce que par exemple, pendant les drafts, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est ils commençaient avec 45 minutes de retard, ils castaient une game, et en fait, pendant qu'ils castaient cette game-là, les joueurs étaient en train de jouer la ronde 2, par exemple. Et du coup, ils castaient deux games de ronde 1, puis deux games de ronde 2, une game de ronde 3, et après, pouf, ils rattrapaient un peu leur retard avec le construit. Qui en fait rendait le coverage très, comment dire, très décousu. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une dissonance entre l'expérience que tu as quand tu suis les réseaux sociaux, quand tu suis un peu le tournoi et tout, et le coverage que tu regardes, parce qu'en fait, il y a un décalage, genre un gros décalage. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, justement, si on parle de vitrine, je pense qu'honnêtement, ça n'était pas une bonne retransmission du tournoi. Genre, objectivement, entre les défaillances techniques, entre l'irrégularité du tout, et en fait, ce qui est dommage, c'est que on sent que les casteurs, ils étaient là, genre ils ont donné leur vie pour le cast. Parce que vraiment, les casteurs, ils avaient l'air de se buter. Ils venaient dans des tenues amusantes, ils avaient des vraies discussions, il y avait l'air d'y avoir une alchimie entre eux. Enfin, genre, il y avait un truc au niveau des casteurs. Mais on sentait que l'organisateur du tournoi, du coup de Channel, en a vraiment fait le minimum. Genre, on leur a dit il faut caster, ils ont fait OK, on va faire un coverage. Tada! C'est Mais ça. sauf qu'on parle de la boîte qui a le monopole sur le truc-là, en fait. Donc il l'a plus, maintenant qu'il l'a perdu, mais genre, je trouve ça tellement Disons que dommage. là où je te rejoins, c'est que ça a un peu donné l'impression, et encore une fois, on n'était pas sur place, donc je vais un tout petit peu nuancer quand même, on n'était pas sur place, on n'est pas du tout dans les discussions avec LSS et Channel Fireball, donc il peut y avoir plein de trucs dont on n'est pas au courant, y compris ce qui a créé du retard sur la retransmission, etc., évidemment. Mais c'est vrai que dans ce que les spectateurs ont pu voir, et ont pu suivre en voulant avoir l'ambiance sans pouvoir être sur place, etc. Moi, de mon point de vue, ça me donnait un peu l'impression que Channel Fireball n'avait pas la même envie et la même passion pour en faire une belle vitrine et un super truc que LSS avait forcément, puisque c'était leur événement sur leur jeu. Et ça donne... C'est dommage parce que LSS pourrait probablement pas faire appel à quelqu'un d'autre parce que, comme tu l'as dit, PiPiu, c'est un des deux gros géants, voire le géant là-bas. Donc, c'est difficile de passer par d'autres gens ou par d'autres circuits. Mais effectivement, ça donne un peu l'impression que il n'était pas aussi enthousiaste à l'idée de faire fonctionner cet événement et d'en montrer un beau visage que l'était LSS, ou que pouvait, par exemple, puisque moi je l'ai vécu sur place, pouvait l'être Tournament Center au moment du Pro Tour Lille, ou de ce qu'on voyait sur place en tout cas, et pour avoir été arbitre dans l'organisation du coup et tout ça, moi j'avais vraiment l'impression, et j'avais déjà eu cette impression même s'il n'y avait pas de coverage, au Calling Madrid, qui était la première fois où j'avais interagi avec des gens de Tournament Center,
qu'il y avait de leur part une vraie passion pour le jeu, ou en tout cas pour le fait de faire des tournois et qu'ils se passent bien. Et je dis pas que c'est pas le cas de Channel Fireball en tant que tel, mais c'est vrai que Mais c'est pas l'image qu'on a eue, quoi. c'est pas l'image exactement. Je dis pas que c'est le cas ou pas, parce que je ne les connais pas, parce que je n'ai pas du tout suivi ce qu'ils ont pu faire sur Magic, etc. Parce que voilà. Mais effectivement, l'image qui a été donnée n'était pas forcément l'image qu'on aurait voulu attendre, et je pense malheureusement peut-être pas l'image que LSS aurait voulu avoir aussi, ce qui est un peu dommage parce que effectivement, moi j'ai eu l'impression d'avoir un meilleur événement à Lille pour le Pro Tour 2 que pour les Worlds. Alors après, c'est probablement et presque assurément biaisé par le fait que je l'ai vécu en direct quand j'y étais et que j'y ai participé en tant qu'arbitre et tout ça, donc forcément ça change beaucoup ma perception. Mais voilà, j'ai l'impression que même j'ai vu des gens sur Twitter, des joueurs se plaindre de certaines choses vis-à-vis du banquet qu'il y avait pu avoir avec la nourriture, qu'il y avait beaucoup de queues et que des gens ont fait genre 1 heure de queue pour au final arriver et qu'il n'y ait plus de nourriture, plus de choses à manger. Donc ça donne quand même l'impression overall, sur l'ensemble, quand on prend tout, le coverage, l'organisation, les petits problèmes techniques et tout ça, que il n'y avait pas autant de passion et d'énergie que ce qu'on aurait pu attendre et ce qu'on aurait aimé voir. Bien d'accord, mais bon, on espère que ça ira pour le mieux, que les prochains Worlds... Ça restait un événement quand même, franchement. Ah oui, ça reste un événement quand même vraiment bien. Ça reste un événement qui va être gravé dans les mémoires, ça reste... ça Bah, reste une milestone pour LSS, quoi. Ça reste un truc de fou. Et moi, genre, tout le week-end, je me suis dit, putain, j'aurais adoré y être. Donc, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a réussi, finalement, tu vois, parce que moi, j'ai pas arrêté de me dire, j'aurais aimé y être. Donc, c'est quand même qu'il y avait quelque chose. Ah oui, ça très clairement. On en a un petit peu parlé, mais je remercie l'œil d'Ophidia de nous avoir permis à nous trois de passer clairement. en soum. De passer une tête. Games, parce que si vous n'étiez pas au courant, ils ont organisé pendant... En fait, en même temps que le coverage en anglais, ils ont il y avait retransmis... une watch party. Ouais, ça, il y avait une watch party. Ils ont retransmis en gros en direct le coverage et ils commentaient en français du coup par-dessus ce qui se passait. Et du coup, on a eu l'occasion de passer pour commenter des games, etc. Donc voilà, je les remercie. Merci Romain. Et merci beaucoup. C'était très cool. C'était vraiment super cool. C'était comme ça. C'était très 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 agréable, c'était bien fait en plus. Donc il y avait un bon roulement, on savait déjà un peu à l'avance ce qu'on allait faire, avec qui on allait caster, c'était bien préparé. C'était une watch party un peu organisée et c'était très 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 plaisant. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter vis-à-vis de ces Worlds. Non, moi je suis bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Parce que du coup, vu que... Alors normalement vous avez vu la vidéo, donc Dynasty est sortie. Et vu que Dynasty est sorti, certaines personnes, peut-être parmi nos auditeurs, vont ouvrir des cartes. Et dans ces cartes, vous allez peut-être ouvrir une des légendaires qui se trouve être... On va laisser PDP annoncer. Le grand empereur, le seul, l'unique. Du coup, je me suis dit que j'allais monter un deck avec l'empereur. Alors, le deck est simple. C'est-à-dire que le héros, il dit, vous n'avez le droit de jouer que des cartes rouges. Très bien. J'ai une capacité qui coûte 3 ressources à activer. Ah, chiant. Mais je vais chercher du Command and Conquer gratuitement. Là, on discute. Donc, j'ai monté un deck. Me-go face. C'est-à-dire que on va aller vite, on va taper fort, et on va casser la tête à l'adversaire. Du coup, le deck, comme l'empereur est un royal héros, alors royal, wizard, warrior, young héros, draconique, on a le droit de jouer des cartes qui, honnêtement, rouges, sont plutôt efficientes. On joue quasiment aucune carte de warrior parce que avec la limitation de cartes rouges, il était assez difficile d'intercaler des cartes de warrior parce qu'elles sont très gourmandes en ressources. La seule carte de warrior qu'on joue, c'est notre arme, puisqu'on joue la nouvelle épée des warriors, puisque c'est celle qui m'a semblé la plus efficiente pour une ressource, parce que c'est la seule qui fait 3 et parfois une utilité en plus de Dawnblade. Parce qu'on compte pas lui donner Goiken. Du coup, on a un mix d'attaques physiques très efficaces et de sources d'arcane pas trop chères. Donc, en sources d'arcane pas trop chères, on a par exemple 2 Hater Dart, 2 Prognosticate et 2 Zap qui sont là pour faire 0 pour 3 en arcane damage.
Et à côté, vous avez des cartes comme Scar for a Scar, Blazed Long, Enlightened Strike, Nimblism, Snatch, etc., qui sont là pour taper dans les dents. Vous avez 2 petits Sing Below et un Oasis Respite, histoire de se défendre de temps en temps. Vous avez évidemment les Command and Conquer. Et surtout, l'interaction la plus intéressante, c'est d'avoir en équipement Deep Blue et Goliath Gauntlet, qui vous permettent, une fois par partie, en l'échange d'une carte de votre main, de faire un Command and Conquer à 8. Sorti de nulle part, tu peux sortir ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles le deck aurait un intérêt. Parce que je pense qu'une fois par partie, dire à ton adversaire, je t'attaque pour 8 et tu fais bourrer ton arsenal, je pense que c'est fort. Pour autant, je ne pense pas que le deck, en l'état, parce que je pense pas que ma liste soit la plus aboutie, puisse être considéré comme un deck méta. Parce que on commence avec 15 points de vie. 15 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup. Le deck défend moyennement parce qu'on utilise beaucoup de génériques. Et c'est un peu le genre de deck où faut taper fort, mais des fois ça marche pas. Et des fois tu te fais juste taper dessus plus vite. Donc je vous invite à l'essayer quand même si vous avez la chance d'ouvrir un empereur. Essayez le deck, faites-moi vos retours. Est-ce que vous utilisez par exemple plus Flamescale Furnace que Deep Blue? Est-ce qu'il y a des builds différents qui peuvent exister? Est-ce que vous mettez plus de dégâts d'arcane? Est-ce que vous utilisez plus de cartes warrior? Voilà, on mettra le deck en description de toute manière et vous pourrez essayer et mettre la main dessus si ça vous plaît. Exactement. Pour pouvoir mettre des gros Command and Conquer dans la tête de vos adversaires. Et puis, Donc, si vous ouvrez la fable de l'édition, Oui. c'est une obligation contractuelle de jouer l'empereur avec. C'est ça. Voilà. On Non peut, négociable. ouais, c'est ça. On peut pas se permettre de jouer une fable s'il n'y a pas la légendaire qui vient derrière, bien évidemment. Même si bon courage aux personnes qui voudront mettre la fable dans leur deck et laisser leur adversaire shuffle. Miam, détail. miam, miam. Un détail. Il y en a qui le font déjà avec d'autres fables. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour continuer sur le plan un peu draconique, il me semble, nous avons le point règle de notre cher Croissant. C'est moi. Dis-nous tout. Alors aujourd'hui, on va parler d'une interaction qui peut vous sauver lors de parties. À savoir, je vous détaille la situation après, mais est-ce qu'on peut blizzard une attaque pour enlever le go again de cette attaque après qu'une carte ait été bannie par le Mask of the Pouncing Lynx, mais avant que cette carte soit jouée par l'adversaire? Et on va voir tout ça en détail, et vous aurez la réponse à la fin. Du coup, donc, on va prendre une situation très classique. Le joueur ninja va être un ninja draconique, donc pour l'instant faille, et va jouer Brand with Cinderclaw. Alors, Brand with Cinderclaw, c'est très simple, c'est une carte qui coûte 0, qui a Go Again, qui est draconique, qui attaque à 3, et qui dit que la prochaine attaque de cette combat chain est draconique. Ça, on s'en fiche. Le joueur en face, qui va être un joueur d'Islander, ne va pas défendre. Pardon, on va dire un joueur d'Oldhim, parce que sinon ça va donner des phrases valides. Un joueur d'Oldhim. Bref, un joueur qui peut jouer Blizzard et ne va pas défendre ce Brand with Cinderclaw. Brand with Cinderclaw va donc infliger 3 dégâts en damage step. Et on va ensuite passer en resolution step où on met en pile les effets liés au hit trigger. Et donc ça va être notamment le cas de Mask of the Pouncing Lynx qui voit qu'on a hit avec une attack action card. Et donc, on peut décider en résolution de ce trigger de le détruire et d'aller chercher dans notre deck une attack action card avec 2 ou moins de puissance, la bannir, shuffle notre deck, et ensuite on peut jouer la carte qu'on vient de bannir ce tour. Alors donc, comme vous vous rappelez, on est toujours en resolution step. Le joueur de faille va décider de détruire son Mask of the Pouncing Lynx en résolution du trigger et de bannir un Lava Burst. Ok, jusqu'ici tout va bien. Et la question, c'est est-ce que le joueur d'Oldhim en face a une fenêtre de priorité pour jouer Blizzard sans que l'adversaire puisse jouer son Lava Burst avant? Donc Blizzard, évidemment, sur le Brand with Cinderclaw. Alors, si vous vous rappelez d'autres vidéos où j'ai déjà parlé un petit peu de la combat chain, on a une step après la resolution step qui s'appelle la link step, et dans laquelle la première chose qu'on regarde, c'est est-ce que l'attaque qu'on vient de faire à Go Again, si oui, on gagne un point d'action. D'accord ? La deuxième chose importante à se rappeler, et pourquoi la question du timing de Blizzard doit se poser, c'est que
lorsqu'on résout un effet dans la pile ou une carte, la priorité va d'abord au joueur à qui appartenait cet effet. Donc, on vient de résoudre le Mask of the Pouncing Lynx. Nous sommes toujours en resolution step. On est maintenant sur une chaîne qui est vide, et c'est d'abord au joueur faille d'avoir la priorité. Sauf que nous ne sommes pas encore dans une step où il a récupéré un point d'action, puisqu'on n'est pas encore passé en link step, et surtout, on est encore au milieu d'un chain link, et donc il ne peut pas jouer son lava burst à ce moment-là de la step. Donc, ce joueur faille, pour pouvoir jouer son lava burst et récupérer son point d'action, a besoin de passer la priorité, de manière à ce que si les deux joueurs passent la priorité sur une chaîne vide, on puisse passer à l'étape suivante dans le tour. Donc, le joueur faille va passer la priorité. Sauf que du coup, il va passer cette priorité au joueur Hold'em qui va avoir un timing à ce moment-là en récupérant la priorité pour jouer Blizzard en ciblant Brand with Cinderclaw. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que Brand with Cinderclaw, à ce moment-là, même si les dégâts ont déjà été faits, est toujours une attaque, et que cette attaque a go again et peut donc le perdre et ne pas le regagner grâce au Blizzard, et qu'on est toujours en resolution step, donc avant que ce go again soit résolu et ait déjà gagné un point d'action. Le Blizzard va donc se résoudre, l'attaque va perdre go again, on va ensuite laisser un nouveau passage de priorité aux deux joueurs, en commençant d'abord par le joueur Hold'em, puisque le Blizzard lui appartenait. Hold'em va passer la priorité, Faille va passer la priorité, on va passer à l'étape suivante, donc en link step, où on regarde si l'attaque a go again. L'attaque n'a plus go again à cause de la résolution du Blizzard. Le joueur Faille ne gagne pas de point d'action et ne peut donc pas jouer son lava burst. Et il l'a Merci dans le beaucoup. cul. Oui, Voilà. et il est pas Globalement. content Et du il est tout. Il est très 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 triste, le joueur de faille. Si ça se passe. Ouais, Blizzard, qui est une carte bien connue hein, des joueurs aggro, très 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 utilisée contre nous. Et ça fait pas plaisir, parce que 2 ressources, c'est 2 attaques. Et nous, on préfère les Ça mettre va, c'est dans juste la un tête. Little. C'est bon. Oui, c'est Arrête de bah te plaindre. oui. Quand on les a. Et ben merci beaucoup pour ce panel, en tout cas, toujours très 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 intéressant. Normalement, je fais juste- vas-y, dis-moi. Excuse-moi, Dis- je fais juste une petite Dis-nous. parenthèse. N'hésitez pas vraiment dans les commentaires de cette vidéo, ou même en m'envoyant un message sur Discord, à me proposer des idées de situations que vous aimeriez voir expliquées dans ce podcast pour avoir une explication détaillée de pourquoi quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas ou de comment ça fonctionne. Parce que, je vais être honnête, je commence un petit peu à être à court d'idées, donc j'ai encore quelques trucs en réserve, mais voilà. Et il y a une autre partie aussi qui est importante, c'est que, étant donné que j'ai tendance à beaucoup regarder les règles, lire les règles, les arbitrer en tournoi, etc., il y a des situations qui, moi, me paraissent évidentes en tant qu'arbitre et qui peuvent ne pas l'être pour des joueurs plus nouveaux, plus débutants ou simplement peut-être un peu moins compétitifs qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir ces situations se passer dans leur partie. Et donc, moi, ce n'est pas des situations auxquelles je vais penser parce que ça me paraît limpide en fait du fonctionnement de ces situations-là. Donc, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me ferai un plaisir de vous les expliquer dans cette rubrique. Et comme ça, vous aurez une explication bien claire et bien détaillée de vos situations de jeu. C'est ça. Même si vous avez des situations un peu bizarres, un peu farfelues, genre vous vous dites tiens, ce point de règle dans cette game, c'était bizarre, même l'arbitre, il a mis 15 minutes à trouver. Envoyez-les nous, ça peut être intéressant. On a un Discord, on a les commentaires évidemment YouTube. YouTube d'ailleurs, nous avons dépassé les 100 abonnés. Yes. Voilà, c'est la première vidéo à Merci plus de 100 beaucoup. abonnés, donc merci beaucoup. Hein. Merci Vraiment beaucoup. merci beaucoup. Et donc j'en profite, hein, n'hésitez pas à vous abonner, nous le répéterons à la fin de la vidéo. Yes. Otal n'étant pas là, je vais le remplacer exceptionnellement parce que je sais que vous aimez beaucoup ce petit Let's jeu. go. C'est le question pour un bout de carton, vous l'avez rebaptisé comme ça, c'est ça? Et C'est c'est ça. moi qui ai l'initiative. Et c'est Normalement, moi oui. qui ai l'initiative. C'est exactement ça. C'est toi qui as En même temps, l'initiative. il Il m'a prévenu. Hein. y a 7-0 si je dis pas de bêtises. Non, mais- Donc, même Oh, s'il fait un show d'enfer et qu'il trouve sans indice juste avec la description, enfin le texte rappelle pas d'ambiance, ce qui fait mal. je suis toujours devant. Oh. Donc pour l'instant, je suis toujours Oh le confiant. mec. Je sais plus s'il y a Le mec. 7-0 ou 6-0. Je sais plus si t'avais pas eu le minoïsme Je l'ai pas eu à avec deux. un seul point. Je sais plus si c'est 2 ou 1 point. Je revérifierai c'est avec une question. Otal. Hein. En tout cas, même Je crois si que la c'était En tout six. cas, me Je bat crois que pas. c'était 6. Je crois que c'était 6. Ouais, je crois que c'était 6. Peut-être c'est 6. Allez, Du vas-y, coup, balance la carte Ça là, fait 6. que je gagne. La carte donc, qui a été choisie par
Otal. Ça tombe bien, c'est une carte un peu thématique Alors, avec Dynasty. Il Est-ce faut que pas vous donner êtes son prêts? nom, hein. Faut donner le texte ambiant. Oui, je sais, ne t'inquiète pas. Le texte d'ambiance correspondant à la carte se trouve être Volkai, Drakai, It's all the same to me, Kasai. Volkai, Drakai, It's all the same to me. Et c'est une quote de Kasai. Moi, alors, Hmm. c'est peut-être un énorme coup de bluff, mais j'ai une idée. Tu as une idée, alors garde-la un Tu peu. peux tenter, hein, Mais si tu veux tenter, tu peux tenter. peux tenter. Dis-moi, si j'ai bien compris, pour Alors, résumer d'accord, un les- peu, c'est les vous avez indices. droit à une chose à dire, Hmm. et vous pouvez passer la main tous les deux, et à ce moment-là, vous avez droit à un indice. Bah, en gros, en fait, si Croissant refuse de dire quelque chose, Hmm. et que moi aussi je refuse, C'est ça. je peux réclamer un indice. C'est ça, tu peux réclamer un de mon indice. choix. Et ensuite, on repasse la priorité. C'est ça. En vrai, moi, je pense que je vais réclamer un indice quand même. Ok. Alors pour rappel, les indices, c'est édition, rareté, coût Attends, et type de carte. veux Je bien rappelle, tenter, je rappelle aux auditeurs, Ah bah mais je oui. te laisse réfléchir pendant ce temps et prendre ta décision. Est-ce que tu as envie de tenter un coup de poker ou est-ce que tu as envie d'attendre les indices? Encore une fois, hein, l'image est vraiment défoncée. Je fais attention de Ouais. bien la massacrer. Ouais. Donc si vous arrivez à reconnaître un truc là-dessus, c'est que vous méritez de la trouver. Franchement, je vais laisser un indice. J'ai une petite idée, mais je pense Ok. pas, donc je vais laisser un indice. Ok. On va- Moi, je demande l'édition, s'il te plaît. L'édition, il s'agit de Everfest. C'est bon, je sais ce que c'est. Ok, j'aurais dû. C'est vrai Ça merde, j'aurais dû, Ouais. là. Oh, c'est beau. Ah, j'aurais Sûr dû, et certain. je l'avais, 100%. je l'avais. Ah, moi, je suis quasiment sûr et certain. Genre, j'ai C'est toi qui as la quasiment main. le doute, C'est toi qui as la C'est main. toi qui as la Ouais. main. Du coup, moi, je vais guess Blood on Her Hands. Oh, oh non. Oh, il a trollé. Let's go. Et ce Oh, n'est c'est autre pas chose. Blood on Orange. Ce n'est Oh, pas la Blood and pèse. Horns. Il y a trop de texte, il n'y a pas de texte d'ambiance sur Blood and Horns. Et ça va pas avec sûr le dessin. Par contre, c'est Outland Skirmish. Est-ce que tu valides cette réponse? Je valide cette réponse. Je suis sûr à 99%. Est-ce que tu valides vraiment cette réponse? Je valide vraiment cette c'est- réponse. Attends, il fait une Julien Lepers. Je valide Et vraiment il cette s'agit de Outland le Skirmish. bâtard. Exactement. Blood on Her Hands. Let's Alors pour le go. coup, c'est Kasai. Donc c'est évidemment c'est une carte qui va correspondre à Kasai. Et oui, il s'agit de Outland Skirmish, carte de Everfest qui permet de créer des tokens avec les armes à une main. Mais pourquoi il y a autant de texte sur Blood on Her Hands? Et ouais. Mais du Nul. coup, si je compte bien, normalement c'est 5 points. Vous avez pris C'est un 4 indice, points, là, donc pour, là ça euh, fait là, j'ai 4 4. points. Du coup, Ouais, cela bah, fait c'est bon. 10-0. Donc Vas-y. il faudra que tu guesses 2 cartes d'affilée. Et attends, parce qu'en plus, j'aurai la main Oui. au prochain épisode. Ouais, Let's non, mais go. ça va. Ouais, mais du coup, je pense On qu'il en va, fout. il va durcir le truc parce que honnêtement, je pense que qu'on va, ouais, je sais pas s'il va voir que tu vas trouver la carte aussi vite parce que même moi la carte, je la connaissais pas des masses. Mais la carte doit sûrement être jouée en Kasai et vous avez dû sûrement la Alors, voir cette déjà, c'est carte, Mais sûr. non, mais moi, je lis pas les cartes, comme d'habitude. Cette carte est jouée en Kasai. Moi, je connais. Je l'ai déjà dit, hein, mais je connais un grand nombre de cartes. Et en fait, là, le fait qu'il y ait Kasai fait que c'était probablement une carte Warrior. Il y avait de grandes Ouais. chances. Mais ça, j'étais sûr que c'était une carte Warrior. Everfest a encore plus validé le truc. On n'avait jamais entendu parler de Kasai en Welcome to Us, donc c'était probablement Tu veux pas sa- une carte de tu Welcome to Us. tu veux Ça aurait savoir, pu c'est- être qu'une carte de Crucible, mais c'est dans Ouais, Everfest ça aurait qu'on a pu. vraiment eu des trucs qui sont en thématique avec Kasai. Et du coup, je me suis dit, quelle carte représente Kasai en Warrior? Genre, sur quelle carte il y a Kasai ou qui est thématique avec Kasai? Et j'ai Tu veux mais savoir attends, c'est quoi en la plus, c'est dans baise Everfest, let's go. La seule carte Warrior avec un texte ambiance, c'est Outland Skirmish. En Warrior. Everfest Sur Everfest. Ouais, il n'y en a aucune autre. T'es pas, bravo, je n'étais pas au courant. Bravo Otal. Très bien. Bon, Let's go. Bon, et Bah, écoute, bravo, moi. ouais, bah bravo Croissant du coup qui arrive à 10 points si on compte bien. PDPO, t'inquiète pas, tu vas remonter la pente. Tu vas jusqu'à la fin Oui, de la bien sûr. saison pour tout remonter. Ouais. non, mais Ne juste t'en on fais trouvera un autre jeu où je laverai Croissant et puis basta. C'est ça. Vas-y. On trouvera un Vas-y, jeu. vas-y, on fera ça. Voilà. Un autre jeu de Otal. Bah écoutez, je pense qu'on peut finir là-dessus. On peut faire notre petite conclusion. Oui. En tout cas, si on peut résumer ça par des bien beaux Worlds. En tout cas, c'était quand même un week-end Oui, très très C'est très sympathique. sympa. Le retour ouais, des putain. joueurs là-bas
était quand même bon. Genre, on a eu Oui. quelques représentants français, c'était bien sympa. On avait des représentants qui couraient partout pour avoir des dédicaces, des tapis, plein de choses. James White, apparemment, qui offrait des tapis régicides quand on faisait les 4 heures de queue Oh, ouais. pour Ouais. pouvoir avoir un autographe. Voilà, donc Tagore, ton tapis est magnifique si tu nous entends. On te voit jouer avec sur Twitter. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que Pedro l'a déjà annoncé, mais Pedro qui était sur place, donc qui est un autre des membres de l'œil d'Ophidia et qui jouait les Worlds sur place, qui malheureusement n'a pas super bien performé, mais qui, je crois, a bubble pas loin du top 8 au Battle Hard Mode le dimanche, donc il a quand même fait une bonne performance là. Bravo à lui quand même déjà. Et je crois qu'il a annoncé un peu sur le Discord, sur Twitter et tout ça, qu'il a récupéré des trucs vachement sympas pendant tout le week-end Ouais. pour la soirée que l'Oidophilia organise pour les 1000 abonnés, enfin les 1000 personnes sur le Les 1000 Discord. membres. Ouais. Donc ceux qui hésitent encore, venez, parce que ça va être un truc de ouf. Je fais totalement confiance à l'Oidophilia pour la bonne organisation. Il va y avoir des lots de fous, ça va être super sympa, on va voir tout le monde. Venez, nous on sera là aussi. Et, on sera tous là, normalement. Cool. Donc venez, on aura nos mini-worlds. Les worlds français. Les mini-worlds de la France. Avec des super tournois, du jeu de qualité et une super bonne ambiance. Ouais. J'ai trop hâte. En vrai, ça va être bien, ça va être un très très bel événement. Du coup, PDPU, si tu as envie de rajouter quelque chose ou... Bon, non, moi je dis juste aux gens abonnez-vous parce qu'on a passé la barre des 100 mais on en veut plus. Abonnez-vous. Toujours plus. Plus d'abonnés. Plus. Non, ça fait super plaisir. Je m'étends rarement, mais c'est vraiment super cool qu'il y ait des gens qui apprécient le format, le podcast, qui nous fassent des retours, qui s'investissent. Et comme nous, on s'investit de manière très naturelle dans le jeu, ça fait plaisir de voir que les gens y répondent et sont là pour écouter. Donc, merci à vous. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup de nous écouter. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Les stats sont excellentes et ça fait toujours plaisir de faire des choses pour une communauté comme celle de Flesh and Blood. Du coup, on va vous dire bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ça. Et puis, à la semaine prochaine. Yes. Tchou tchou, à la semaine prochaine. Salut.